Bonjour, je vous propose une vidéo sur les mutations génétiques. Je vais parler des types de mutations génétiques, leur classification, comment reconnaître ces types de mutations dans les exercices. Je vais vous proposer quelques exemples de ces exercices. Mais d'abord, une définition simple de la mutation génétique. Une mutation est une modification de l'information génétique ADN dans la séquence nucléotidique d'un gène qui contrôle un caractère héréditaire, ce qui entraîne généralement une modification de ce caractère. Le phénotype initial de ce caractère est dit sauvage, c'est-à-dire avant la mutation, et le nouveau phénotype qui survient après la mutation est appelé mutant. La forme initiale du gène, c'est l'allèle sauvage, et la nouvelle forme du gène, c'est l'allèle mutant, c'est-à-dire le gène avant la mutation, c'est l'allèle sauvage, et le gène après mutation, c'est l'allèle mutant. Je vais vous proposer quelques exemples. Par exemple, on commence par la drosophile. La drosophile sauvage, normalement, a des yeux rouges, mais après mutation, on peut avoir une mutation des yeux blancs. Donc, on va appeler ces phénotypes des yeux rouges un phénotype sauvage et le phénotype des yeux blancs un phénotype mutant. Ici, on va parler d'une mutation du gène de la couleur des yeux parce que le phénotype ou bien le caractère étudié, c'est la couleur des yeux. Toujours chez le même insecte, toujours chez la drosophile, une autre mutation cette fois-ci qui a relation avec les ailes. Une drosophile sauvage à ailes longues peut subir une mutation et on obtient une drosophile cette fois-ci avec des ailes vestigiales. Donc, cette première forme des ailes, c'est un phénotype sauvage. Ici, c'est un phénotype mutant. On parle ici d'une mutation du gène de la forme des ailes, puisque le caractère étudié ici, c'est la forme des ailes. Alors, la forme initiale avant la mutation des ailes normales, ce sont des ailes longues. Mais la mutation a provoqué l'apparition d'un nouveau phénotype, aile vestigiale, aile courte, très petite et déformée. Chez l'homme, il y a aussi des mutations. Voilà le schéma d'un globule rouge. Ici, sa forme est normale, aplatie, de forme circulaire, mais lorsqu'il y a mutation, on peut avoir, regardez, des globules rouges déformés. On dit qu'il a une forme falciforme, des globules rouges falciformes. Alors ici, on va parler du phénotype sauvage initial des globules rouges, c'est le phénotype normal. Ce phénotype normal est dû à la protéine principale des globules rouges. C'est une protéine appelée l'hémoglobine. L'hémoglobine, on va la symboliser par HB. Alors l'hémoglobine normale, on la symbolise par HBA. Et le type mutant du globule rouge est formé d'une autre hémoglobine anormale, appelée ici HBS. C'est une mutation du gène de l'hémoglobine HB qui donne sa forme au globule rouge. Donc, une hémoglobine normale va donner un globule rouge normal et une hémoglobine anormale HBS va donner une forme anormale. Alors ici, on va parler un peu de ces globules rouges anormaux. Ici, chez un individu sain, sont normaux, ce qui facilite leur circulation dans les capillaires sanguins. Aucun problème. Alors, si les globules rouges sont falciformes, donc leur longueur augmente, ce qui provoque leur accumulation au niveau des capillaires sanguins, ce qui peut provoquer l'arrêt de la circulation sanguine. C'est une maladie qu'on appelle la drépanocytose. Donc ici, c'est un individu atteint de cette maladie, la drépanocytose, à cause donc de la malformation de ces globules rouges. La circulation sanguine est normale, alors que là, la circulation sanguine est anormale. Je continue, donc je vais dresser ici un tableau dans lequel on va parler de 4 cas. Chez 4 êtres vivants, bien 3 êtres vivants, chez la drosophile, puis la bactérie Escherichia coli, puis l'homme. On va parler du caractère génétique étudié, le gène qui intervient
puis les deux phénotypes, le phénotype sauvage et le phénotype mutant. Alors, commençons par la drosophile. On a parlé tout à l'heure donc de la couleur des yeux. Donc, le caractère génétique étudié, c'est la couleur des yeux. Alors, il y a un seul caractère. Donc, il y aura un seul gène. Rappelez-vous, vous avez étudié dans la leçon que un gène contrôle une protéine et la protéine contrôle un caractère. Donc, ce caractère est contrôlé par un seul gène. On va l'appeler donc tout simplement le gène de la couleur des yeux. Il suffit donc de prendre le nom du caractère, on lui ajoute en avant le terme gène, on obtient un gène de la couleur des yeux. Ce caractère, ou bien ce caractère a deux phénotypes, ça veut dire que ce gène a deux allèles, un allèle sauvage et un allèle mutant. On avait dit que le phénotype sauvage, c'est la couleur rouge, donc on va dire que l'allèle sauvage, c'est l'allèle de la couleur rouge, alors que l'allèle mutant, c'est l'allèle de la couleur blanche. Je passe au deuxième exemple, toujours chez la drosophile. On a parlé des ailes. Donc le caractère, c'est la forme des ailes. Il n'y a qu'un seul gène, c'est le gène de la forme des ailes, mais avec deux phénotypes différents. Le phénotype initial sauvage, ce sont des ailes normales. C'est la forme longue des ailes. Alors que, après mutation, on a obtenu un nouveau phénotype anormal. C'est la forme vestigiale des ailes, les ailes vestigiales. Je passe chez la bactérie Escherichia coli. C'est une bactérie qui vit dans les intestins de l'homme. C'est une bactérie non pathogène. On va prendre par exemple le caractère de la résistance à la streptomycine. Alors la streptomycine, c'est un antibiotique. Et cette bactérie, on va voir est-ce qu'elle est sensible ou bien résistante à cet antibiotique. Le gène, ça doit être donc le gène de la résistance à la streptomycine. Il y aura deux phénotypes, deux cas possibles. Le premier, c'est le sauvage, c'est l'initial avant la mutation, c'est que cette bactérie est sensible. On l'appelle strep S. Strep S. S pour sensible et strep pour streptomycine, l'allèle de la sensibilité. Mais il y a un autre allèle qui est apparu après la mutation, c'est le strep R pour résistance à la streptomycine. C'est l'allèle de la résistance, ça veut dire que ces bactéries sont devenues, après mutation, résistantes à cet antibiotique. Un autre exemple chez l'homme, c'est l'exemple qu'on vient de dire, c'est la forme des globules rouges grâce à la protéine de l'hémoglobine HB. Le gène, c'est le gène de l'hémoglobine HB. Il y a donc deux formes. Il y a une HBA pour l'allèle de l'hémoglobine normale et l'allèle de l'HBS. C'est pour l'hémoglobine anormale qui donne des globules rouges falciformes ou bien anormaux. Ceci va provoquer donc la maladie de la drépanocytose. Il y a plusieurs types de mutations. On peut classer les mutations selon leur importance. Si la mutation concerne le chromosome tout entier, on va parler de mutation chromosomique. Elle concerne donc les chromosomes. Dans ce cas, on aura des anomalies structurales ou numériques des chromosomes. C'est-à-dire que le chromosome a été modifié, il a perdu une partie, il y a une partie donc qui a été changée, modifiée, etc. Ou bien numérique, c'est-à-dire qu'il y a une modification du nombre de chromosomes. Ces cas, vous allez les voir surtout en étudiant l'hérédité humaine. Ou bien, si la mutation concerne seulement une petite partie du chromosome, c'est-à-dire une partie de l'ADN, du gramme de l'ADN, on va parler de mutation ponctuelle. Dans ce cas, on a aussi certains types qu'il faut connaître. On peut classer ces mutations ponctuelles selon leur effet ou bien selon leur structure. Concernant leur effet, il y a ou bien on distingue des mutations silencieuses, ou bien des mutations faux sens, ou bien des mutations non-sens. On va les voir tout de suite, mais avant, on peut les classer aussi selon la structure de la mutation. On distingue aussi trois cas.
mutation de délétion, mutation d'insertion et puis mutation de substitution. Alors je reviens pour ces cas. Je commence par une mutation silencieuse. Comme on peut le comprendre à partir du terme, cette mutation n'a aucun effet sur la protéine et le caractère. Donc la protéine ne change pas et le caractère ne change pas. Donc cette mutation n'a aucun effet sur le caractère génétique. Silencieuse. La mutation faux sens. Faux sens, donc il donne un sens faux à la protéine. Donc la protéine va changer et le caractère aussi va changer. La protéine change et le caractère change. On aura donc un nouveau caractère, un nouveau phénotype, un phénotype mutant au lieu d'un phénotype sauvage. Alors dans le premier cas, le phénotype reste toujours sauvage. Une mutation non-sens, ça veut dire que il n'y a plus de protéine tronquée à cause d'un codon stop. Si la mutation provoque l'apparition d'un codon stop, eh bien, la synthèse de la protéine s'arrête. On aura une protéine tronquée ou bien tout simplement absence de cette protéine. Donc le caractère aussi change. Donc dans les deux cas, dans les deux derniers cas, lorsque le caractère change, on peut, chez l'homme par exemple, avoir des maladies plus ou moins graves. Ce sont des maladies génétiques plus ou moins graves dans ces deux derniers cas. Je passe aux trois autres types de mutations selon leur structure. La délétion, c'est-à-dire qu'il y aura perte d'un ou plusieurs nucléotides dans un brin d'ADN. Insertion, c'est-à-dire qu'il y a ajout d'un ou plusieurs nucléotides sur le brin d'ADN, c'est-à-dire le gène. Substitution, ça veut dire qu'il y a modification d'un ou plusieurs nucléotides sur le brin d'ADN du gène. Comment est-ce qu'on peut savoir si une mutation est de type substitution ou d'insertion ou de délétion? Je vous propose ici trois exemples. Alors voici un allèle sauvage. C'est une séquence de nucléotides qui commence par G et qui finit par A. Donc le sens de la lecture, c'est de bas vers le haut. Ils sont numérotés de 1 jusqu'à 16. Et là, on a trois allèles mutants, l'allèle mutant numéro 1, l'allèle mutant numéro 2 et l'allèle mutant numéro 3. Dans chaque allèle mutant, il y a une modification déterminée dans cette séquence de nucléotides. Il faut rechercher de quel type s'agit-il. Est-ce que c'est une mutation d'insertion ou de délétion ou de substitution? Alors je commence par déterminer le type de la mutation numéro 1 ici. Je suis toujours le sens de lecture qui est donc illustré par cette flèche, ici, de bas en haut. On admet que ces allèles seront transcrits du bas en haut. Donc, je commence par comparer l'allèle sauvage et l'allèle mutant numéro 1. Donc, je commence ma comparaison dès le nucléotide numéro 1. Je peux aussi travailler directement par des triplets. Alors, le premier nucléotide, G, a son homologue dans l'allèle mutant, il n'est pas modifié. Le nucléotide C, c'est la même chose, il n'est pas modifié. Alors, regardez ici. Donc, ici, en position numéro 3, on a le nucléotide T sur l'allèle sauvage, alors qu'on a le nucléotide C sur l'allèle mutant numéro 1. Donc, le nucléotide C du mutant n'a pas d'antécédent sur l'allèle sauvage. Mais, j'observe ici que le T en position 3 suivi de A, c'est-à-dire le TAA, je les ai ici, le TAA. Donc, il y a une correspondance ici entre ce T et ce T en position 6. La même chose pour le A. Et là, une correspondance à son homologue. Le A suivant, puis le T suivant, puis le T suivant. Tous ces nucléotides ont leur homologue. Donc, ils ne sont pas modifiés. Le C, l'autre C, le A. J'arrive ici à la fin de la séquence du mutant numéro 1. Ce triplet qui me reste, le T, TA, il aurait sûrement son homologue aussi, c'est la partie finale de l'allèle mutant numéro 1 qui n'a pas été représentée ici. Alors, où se trouve cette modification? Regardez. Donc, tous ces nucléotides ont leur correspondant, sauf ce C, ce G
ce C sur le mutant, il n'était pas présent sur l'allèle sauvage. Qu'est-ce qu'on peut dire? Cette séquence, donc, elle n'est pas modifiée. La voilà. L'autre séquence de T jusqu'à A, elle n'est pas modifiée. De T jusqu'à A, elle n'est pas modifiée. Elle est toujours ici sur le mutant sans modification. Alors la seule séquence qui a été modifiée, c'est celle-ci en rouge, c'est CGC. Elle ne se trouvait pas sur l'allèle sauvage, elle a été ajoutée sur l'allèle mutant. Elle a été insérée ici. Elle est insérée ici. Elle est ajoutée sur l'allèle sauvage pour donner l'allèle mutant. Alors, c'est quel type de mutation? C'est une mutation d'insertion. Mutation d'insertion de 3 nucléotides CGC. CGC. En quelle position? C'est à partir du nucléotide 3. Donc, c'est position 3, position 4 et position 5. Position 3, position 4, position 5. Voilà, je passe maintenant pour l'étude de deuxième mutant, le voilà. Toujours, il faut comparer le mutant à l'allèle sauvage et non pas comparer l'allèle numéro 2 à l'allèle numéro 1 mutant. Non, je compare toujours à l'allèle sauvage. Je commence la comparaison toujours de bas vers le haut en suivant le sens de lecture du nucléotide numéro 1 jusqu'au nucléotide numéro 16. Alors, le G a son correspondant G sans modification. Le C et le C, pas de modification. Le T, pas de modification. Le A correspond à A, pas de modification. Le A correspond au nucléotide A. Le T correspond au nucléotide T. Toujours la thymine correspond à la thymine. La guanine à la guanine. La cytosine à la cytosine. Mais ici, regardez, il n'y a pas de correspondance entre le G et le T. Donc, il y a ici une modification en position numéro 10. Voyons. Le C a son correspondant. L'autre C a son correspondant. Le A avec A, la thymine avec la thymine. Le seul changement, c'est entre le G et le T. Le nucléotide G avec le nucléotide T en position numéro 10. C'est-à-dire nucléotide numéro 10. Alors, de quel type de mutation s'agit-il? Le G a été modifié en T. C'est une mutation de substitution. Mutation de substitution de G en T. G a été modifié en T. Dans quelle position? En position numéro 10. Je passe le mutant numéro 3. Voilà, je compare toujours l'allèle sauvage initial à l'allèle mutant numéro 3. Toujours la même chose, je commence la comparaison du nucléotide en position numéro 1. Le G correspond au G, pas de changement. Le C correspond au C. Donc, tous les traits correspondent donc aux nucléotides qui n'ont pas été changés. Alors, le seul changement était en position numéro 12. Regardez, le C n'a pas d'équivalent, il n'a pas d'image sur l'allèle mutant numéro 3. Tous les nucléotides sont présents, sauf le C. Le C est absent, donc il a été perdu. C'est une perte. C'est une perte. Perte du nucléotide C en position 12. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est une mutation de type délétion de C en position numéro 12.